Moi, je suis gastro-entérologue adulte à Henri-Mondor. J'ai, du fait de l'héritage de cet hôpital, eu l'occasion pas mal de travailler sur la question, essentiellement en clinique, mais je vais vous faire partager un petit peu des choses qui ont été faites il y a des années, et puis des questions cliniques qui sont encore aujourd'hui de plus en plus pertinentes. Donc, diapositive suivante. Alors, j'ai essayé de vous mettre des petites vignettes cliniques avec des patients, des vrais patients qui sont présentés. Donc là, on va faire un petit retour en arrière dans les années 60. En pratique, les gens qui avaient mal au ventre, et typiquement, c'est les gens qui, quand ils mangeaient, étaient soulagés et les douleurs revenaient un petit peu plus tard. C'est ce qu'on appelait un syndrome ulcéreux. Et bien, ils avaient des ulcères à l'estomac et vous voyez, à l'époque, on n'avait pas toute la technologie actuelle. Quand on voulait mettre en évidence ce type de lésion dans l'estomac, on faisait avaler de la barite au patient et puis on faisait un coup de rayon X et on voyait par déduction l'ulcère qui creusait dans la lumière, qui creusait dans la paroi. Alors ces patients, quand ils avaient des ulcères, on était bien embêtés, on n'avait pas beaucoup de médicaments et les gens avaient développé la conviction que on avait des ulcères parce qu'on faisait trop d'acide dans l'estomac et que l'acide, ça creusait et que donc il fallait couper l'acidité de l'estomac pour pouvoir soigner les ulcères. Donc on opérait ces patients, on leur enlevait la partie distale de l'estomac, l'antre, dans lequel on a les cellules à gastrine. Et les cellules à gastrine, ça stimule la sécrétion gastrique acide. Donc les malades allaient mieux, n'avaient plus du tout d'ulcères, pour un temps tout du moins. Diapositive suivante. Et puis toutes les théories, finalement, d'infectiologie vis-à-vis de ces pathologies étaient un petit peu abandonnées parce qu'on avait le concept que l'estomac est stérile. On ne peut pas faire pousser des bactéries. Ou alors quand on peut faire pousser des bactéries, c'est vraiment des fractions mineures. Et quand on regarde un petit peu en microscopie, c'est des bactéries qui sont mélangées dans le mucus. Donc il n'y a pas d'interaction finalement avec l'épithélium. Donc ça n'est pas relevant. Alors évidemment, quand vous prenez quelqu'un qui vient de manger, il y a les bactéries issues de l'alimentation, issues de la flore orale. Mais finalement, quand on laissait passer un peu de temps, l'acidité détruisait toutes ces bactéries. Et par contre, si vous aviez des patients qui ne sécrétaient pas d'acide pour tout un tas de raisons, vous aviez une flore orale, une flore jejunale dans l'estomac. Diapositive suivant. Et puis on va avancer un petit peu et puis on va développer tout un tas d'analyses moléculaires et puis on va se rendre compte que finalement, quand on amplifie le gène 16S, qui est un petit gène assez bien conservé mais en même temps assez spécifique des bactéries, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a énormément de bactéries dans un estomac. Alors évidemment, il y en a beaucoup moins que dans un côlon ou à la partie terminale de l'intestin grêle, mais il y en a beaucoup et puis il y en a de diverses sortes. Des firmicutes, des fusobactéries, des protéobactéries, dont Helicobacter pylori, des actinobactéries, des bactéroïdètes. Et puis, du coup, il y a quelques chercheurs qui avaient la conviction, diapositive suivant, que l'estomac n'était pas si stérile que ça, et finalement toute l'inflammation qu'on pouvait avoir dans l'estomac pouvait être liée à des bactéries. Et donc, M. Warren, M. Marshall, qui depuis ont eu le prix Nobel, ont eu l'idée, après d'autres, d'essayer de cultiver des biopsies gastriques de patients atteints d'ulcères ou de patients sains. Et ils ont fini, à force de courage, avec un week-end de Pâques un peu prolongé, à trouver des colonies de bactéries, alors qui vont s'avérer être Helicobacter pylori, après s'être appelé Campylobacter pyloridis, Campylobacter pylori. Et donc, pour démontrer la causalité de l'association entre la bactérie et la maladie, il y a un de ces chercheurs qui va avaler le milieu de culture et qui va se faire des biopsies gastriques 8 jours après, qui va montrer que, premièrement, ces bactéries allaient coloniser son épithélium et qu'elles créaient de l'inflammation et un infiltrat polynucléaire neutrophile. Donc, le concept que la maladie ulcéreuse était plus une maladie infectieuse qu'une maladie liée à l'acide commençait et ne s'est pour l'instant jamais arrêté depuis. Voilà, bactéries flagellées, Helicobacter pylori. Donc, en quelques années, on a un petit peu mis de côté les théories d'hyperacidité gastrique et pour ce qui est de l'ulcère gastro-duodénal, des cancers ou des expositions prolongées aux anti-inflammatoires,
On a cherché, dépisté, traité Helicobacter pylori avec une efficacité remarquable puisqu'on arrivait à guérir les ulcères et puis surtout à prédire leur récidive avec une composition d'antibiotiques. Généralement, on prenait un macrolide et de l'amoxicilline avec de l'oméprazole pour pouvoir baisser la sécrétion gastrique acide. Et on arrivait à éradiquer Helicobacter pylori. Vous voyez sur la courbe en bas à droite. Avec le temps, on a réussi à faire diminuer progressivement la prévalence de l'infection dans divers types de pays, en sachant qu'en France, à des âges un peu extrêmes, on a jusqu'à 50-60% des gens qui vont être infectés. Diapositive suivante. Alors, autre petite vignette clinique, plus récent. Donc le même genre de présentation, des douleurs abdominales, un syndrome ulcéreux avec une perte de poids. On fait cette fois une endoscopie digestive, c'est-à-dire qu'on va passer un petit tube avec de la fibre optique ou de la fibre vidéo et on va regarder ce qui se passe in vivo, in situ. Et donc on va retrouver une lésion, vous voyez, ulcérée, boursouflée, un peu bourgeonnante, qui correspond à un adénocarcinome, un cancer de l'estomac. Et quand on regarde sur les biopsies un petit peu autour, on se rend compte qu'il y a des lésions on va appeler pré-néoplasiques, c'est des lésions qui prédisposent à l'arrivée d'un cancer. Donc il y a de l'atrophie des glandes de l'estomac. Et puis surtout, il y a un changement de l'épithélium qui va devenir plus un épithélium intestinal, on appelle ça de la métaplasie. Et ces deux entités sont très fortement associées au développement ultérieur d'un cancer. Une diapositive suivante. Et quand on regarde un petit peu des grandes études épidémiologiques sur les cancers, alors que ce soit au niveau du cardia, donc la partie haute de l'estomac, normalement à distance du site d'infection d'Helicobacter pylori, ou dans la partie corporéale, et ben on se rend compte que finalement, pour tout ce qui est cancer de l'estomac distal, donc, dont la physiopathologie est associée à l'Helicobacter pylori, on a une forte augmentation du risque de cancer quand les patients sont infectés par Helicobacter pylori. J'aurais dû virer l'animation. Et finalement, on en vient à dire que presque 80% de ces cancers sont liés à une infection bactérienne et donc non liés à des phénomènes génétiques, environnementaux, chimiques, etc. Chimiques pour l'acide. Diapositive suivante. J'aurais dû virer les animations. Voilà. Et donc, quand on étudie un petit peu ces patients et l'histoire naturelle de l'infection à Helicobacter pylori, on va se rendre compte qu'une fois que le patient est colonisé, alors généralement ça se fait dans la petite enfance avec les contacts maternaux, paternaux, etc. Helicobacter pylori va se placer dans l'antre, va être résident et va créer de l'inflammation. Et après, on va avoir plusieurs cas de figure entre les patients qui vont avoir une sécrétion gastrique qui va rester modérée ou pour lequel l'évolution va être bénigne, des patients qui vont avoir une augmentation de la sécrétion gastrique acide avec un effet un peu de clairance et qui ont plutôt tendance à faire des ulcères dans le duodénum, et puis des patients qui vont avoir une diminution de la sécrétion gastrique acide et d'effet de l'acide dans l'estomac, puisque Helicobacter pylori a comme propriété de pouvoir résister à l'acide. Et ces patients, au cours du temps et au cours de l'infection, vont développer ces lésions prénéoplasiques. Alors, évidemment, tous les patients ne vont pas les développer parce qu'il y a une notion de temps, mais il y a aussi une notion de susceptibilité. Mais si on attend suffisamment longtemps et avec le terrain suffisant, vous allez aboutir au cancer de l'estomac. Donc, l'idée, c'est à partir du moment où on a un carcinogène connu et qu'on a un traitement finalement de ce carcinogène, ça va être de le rechercher, de le dépister et de l'éradiquer pour éviter que les patients finalement développent un cancer de l'estomac. Et vous voyez là, c'est une étude épidémiologique qui a essayé de regarder les patients qui sont à risque de développer un cancer de l'estomac en fonction de leur statut Helicobacter pylori positif ou négatif. Et à partir du moment où on est négatif, on est protégé contre cette évolution. Alors, autre petite vignette clinique, c'est plus récent. On est en 2005, de nouveau un syndrome ulcéreux, des douleurs, amélioré à l'alimentation. On fait une endoscopie digestive haute et là, rien de bien méchant, pas de cancer, pas de lésion dégénérative, mais un ulcère.
Et on fait des biopsies et maintenant on est capable de mettre en évidence sur des coupes histologiques avec de l'immunohistochimie la bactérie assez facilement. Et donc on a un diagnostic d'infection Helicobacter pylori et on fait une culture de la bactérie. On se rend compte qu'elle est résistante à la clarithromycine qu'on utilise normalement en première intention, et également au métronidazole. Diapositive suivante. Ce sont des concepts qui sont extrêmement importants parce que je vous ai montré que c'était une infection qui est très prévalente. Et quand on a commencé à traiter les patients avec des antibiotiques, on a un petit peu comme à gauche avec le traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, des taux d'éradication des Helicobacter pylori extrêmement élevés, plus de 95%. Mais finalement, si on regarde les données qui sont à droite, des études qui sont beaucoup plus récentes, on se rend compte que le taux d'éradication diminue. Alors, il y a plusieurs explications à ça, mais celle qui est la plus communément admise, c'est l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques dans la population générale et la sélection de bactéries résistantes, que ce soit au macrolide, au métronidazole, et de plus en plus actuellement au fluoroquinolone. Donc on se retrouve avec 20 à 30% des patients qui vont être des résistants primaires aux antibiotiques qu'on propose en première intention. Alors pour ça, on développe des stratégies de traitement un petit peu évolutives. Donc la première d'entre elles, ça va être d'associer 3 antibiotiques et de les donner avec un schéma séquentiel. Donc on va associer un macrolide, un azolé et de l'amoxicilline avec 2 séquences de 5 jours. Et on se rend compte qu'on va retrouver finalement nos taux d'éradication initiaux à plus de 90%. Ou alors on va développer une stratégie en abandonnant un petit peu les antibiotiques conventionnels, mais en essayant d'associer des métaux lourds aux antibiotiques pour pouvoir être plus efficace et puis s'amender sur toutes ces résistances croissantes et de sélection de bactéries résistantes. Et le meilleur exemple, c'est le Pilera, qui a une autorisation de mise sur le marché depuis bientôt 3 ans, je crois, qui est en fait du sous-citrate de bismuth associé à 2 antibiotiques, un azolé et de la tétracycline, et qui permet là encore d'avoir une efficacité bien meilleure que notre standard qui était l'association clarithromycine, amoxicilline et IPP. Après, on est en train beaucoup de discuter sur la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut donner des traitements probabilistes, que ce soit le Pilera ou que ce soit les traitements séquentiels, les quadrithérapies, ou est-ce que finalement il faut faire chez tout le monde un traitement ciblé, aller rechercher les résistances bactériennes, que ce soit sous forme de culture ou sous forme de tests moléculaires, puisque maintenant on a des tests commercialisés qui vont permettre de rechercher les gènes de résistance au quinolone, au macrolide, etc. Mais c'est sans doute les progrès qui sont à venir dans ce domaine-là. Dernière petite vignette clinique, je vous ai brossé le tableau des Helicobacter, le grand méchant, ça donne l'ulcère, ça donne le cancer, et il faut s'en débarrasser, mais finalement, je vous ai également dit qu'on avait dans certaines zones jusqu'à 80% des gens qui étaient infectés, et on n'a pas 80% des gens qui développent des ulcères, des cancers, etc. Donc finalement, est-ce qu'il faut s'adresser de façon très large à la population pour éradiquer la bactérie? Alors, ça n'arrivera jamais pour des raisons de coût, et ça n'arrivera jamais également parce que on n'est pas tous égaux devant l'infection. Alors, il y a des caractéristiques qui sont dues à la bactérie elle-même, des propriétés notamment d'inflammation ou de maintien de l'infection qui prédisposent les gens soit à faire des pathologies ulcéreuses, soit à faire des cancers. Il y a des papiers récents, notamment sur l'ILOCAG et sur l'interaction avec les cellules souches dans l'estomac. Il y a des facteurs évidemment qui sont liés à l'hôte et sur lesquels on a besoin de travailler encore un petit peu. Diapositive suivante. Ceci étant, de plus en plus, on essaye d'étendre les indications d'éradication aux gens qui sont apparentés à des patients qui ont eu des maladies ulcéreuses, qui ont eu des cancers, aux gens qui présentent des lésions prénéoplasiques, et puis aux gens qui prennent des traitements susceptibles de favoriser les infections, les ulcères, etc., etc. Mais il y a énormément de champs de développement également sur la part que pourrait avoir Helicobacter pylori dans certaines réactions immunitaires. Il y a des travaux qui ont été faits dans l'atopie chez les jeunes enfants
sur certaines maladies auto-immunes, notamment le purpura thrombopénique et immunologique. Et donc potentiellement il y a d'autres pistes qui sont en cours de développement. Diapositive suivante. Néanmoins, je pense qu'il faut essayer d'être assez prudent. Alors, je me fais toujours engueuler par mon patron quand je dis ça, il me traite d'écolo, mais Helicobacter pylori, si on le recherche de façon moléculaire sur des hommes préhistoriques, on va trouver beaucoup d'Helicobacter et beaucoup d'Helicobacter pylori dans l'estomac des hommes préhistoriques. Donc c'est une bactérie qui est là depuis extrêmement longtemps et qui est utilisée aussi pour tracer les mouvements de population au cours des âges. Donc si elle est là depuis si longtemps, c'est peut-être qu'elle a une fonction et qu'elle a une interaction avec l'autre. Et là, c'est une piste parmi d'autres. Hein, il n'y a pas de démonstration de cet effet, mais si vous prenez des gens à qui on a éradiqué l'Helicobacter pylori et que vous dosez les hormones de la prise alimentaire, comme la gréline qui est une hormone orexigène, bah vous voyez une augmentation de la gréline et donc potentiellement une augmentation de la prise alimentaire et potentiellement une augmentation du poids. Et on a l'inverse pour les hormones anorexigènes. Et de la même façon, si vous prenez, là c'est la première étude qui a été faite, des gerbilles et que vous les inoculez avec l'Helicobacter pylori, et ben vous allez avoir une diminution finalement de la sécrétion de gréline et potentiellement une réduction des ingestats alimentaires. Donc c'est pas du tout exclu que l'Helicobacter pylori n'ait pas des fonctions physiologiques, par exemple dans l'épidémie d'obésité ou dans le maintien du poids, etc. Et que de vouloir à tout prix éradiquer la bactérie sans se poser les questions de à quoi elle sert et comment elle fonctionne, est peut-être pas forcément la meilleure idée qu'on ait. Alors, pour conclure, je vais rester vague, hein, il y a beaucoup de questions, donc je vous laisserai venir. Je crois que c'est assez clair que Helicobacter pylori est associé dans la physiopathologie des maladies ulcéreuses, des lésions prénéoplasiques et néoplasiques de l'estomac. Maintenant, il reste beaucoup de questions sur les stratégies de dépistage, les stratégies d'éradication, son implication dans d'autres maladies, notamment les maladies médiées par l'immunité. Et puis, surtout, on a besoin de beaucoup progresser en termes de traitement, en termes de coûts de traitement, en termes de meilleures stratégies pour prévenir les développements de résistance et éviter de se retrouver avec des souches multirésistantes et revenir finalement aux années 60 où quand il y avait un ulcère, on était obligé d'opérer les gens parce qu'on n'aura plus de traitement pour éradiquer l'Helicobacter pylori.